Bonjour à la première journée du congrès sur le troisième sommet sur le racisme au sein des mondes infirmiers et des soins. Je suis Valérie Grazza, très heureux d'être ici parmi vous, alors qu'on est là pour ce troisième sommet pour lutter contre le racisme. Je voulais maintenant reconnaître l'importance et du privilège que j'ai ici en tant que femme blanche qui est maintenant la bénéficiaire de la colonisation. Je comprends que mon identité est quelque chose qui a un historique à cause des inégalités qui sont là depuis des années et des années dans notre société. Je comprends aussi que être ici pour maintenant, être là pour être hôte pour un sommet contre le racisme, nous devons maintenant aussi non seulement reconnaître, mais aussi lutter et apporter quelque chose, contribuer quelque chose à cette lutte. Je ne suis pas ici comme étant une voix, je suis plutôt quelqu'un comme une alliée qui est là pour apprendre avec vous et mettre en place les choses et faire aussi de plaidoyer pour changer le système dans le système canadien. Il faut toujours regarder aux gens qui sont maintenant sont sous le fouet du racisme et je voulais vous remercier pour faire partie de ce dialogue très important. Je voudrais commencer par dire merci, merci à la compagnie d'assurance TD. Avant qu'on ne commence, je voudrais aussi vous dire deux, trois choses qui sont logistiques. Veuillez utiliser la fonction pour les questions les réponses. Et il y aura toujours du personnel qui va être en mesure de vous répondre le plus vite possible si vous avez des questions, des réponses au sujet de ce qui est dit. Rappelez-vous qu'on utilise aussi la plateforme Antiméter pour s'engager. Vous pouvez aussi participer en commençant par balayer le code QR qui est en haut de chacune des diapos. On va répondre aux questions dans l'ordre qu'elles nous arrivent. Et on va voir vous allez donc voir vos réponses et nous allons voir les questions immédiatement. On peut aussi maintenant passer à la traduction vers le français. Ça, c'est parce que c'est quelque chose qui maintenant est fait en direct et vous pouvez le faire grâce au bouton tout en bas. En outre, le tout sera enregistré quand, pour toute personne qui n'était pas là et qui pourrait donc l'écouter sur le site internet. Finalement, je voudrais vous dire aussi que pour certaines personnes, ça peut être dur parce qu'on parle de certaines choses, on ramène devant nos yeux certaines mémoires, certains souvenirs. Voici maintenant donc des aides au cas où ça surviendrait. On doit aussi passer maintenant à la reconnaissance de la terre au Canada. On dit, on vit, on apprend, on travaille sur les territoires autochtones traditionnels. Nous sommes tous des bénéficiaires directs des politiques d'expulsion ainsi que de celles d'assimilation des peuples autochtones pendant et depuis l'époque de la colonisation et de la Confédération. La ACC reconnaît que le territoire sur lequel chacun d'entre nous se joint à cette réunion et, et continue d'être le foyer de divers peuples des Premières Nations Inuits et des Métis. Cette reconnaissance s'accompagne de la reconnaissance du fait que les infirmières ont la responsabilité de comprendre l'impact dévastateur que la colonisation a amené sur les peuples autochtones passés et présents. Nous avons le devoir, en fait, de répondre à ces appels, des appels à l'action de la Commission de liberté et de colonisation du Canada. Je suis donc très heureuse maintenant que de céder le micro à Lise et à Dan, qui viennent du groupe d'action. Les voici pour le groupe d'action pour les relations avec les peuples autochtones. Bonjour.
Je me trouve en Nouvelle-Écosse. Je m'appelle Diane Shepherd et pratiquement c'est la terre par-delà l'eau. C'est l'ancien nom de la Nouvelle-Écosse. Je me trouve sur donc ce territoire. Je suis très heureuse aujourd'hui que d'être vous accueillir les bras ouverts. Je suis sur un territoire dont c'est des Micmacs, la terre des peuples de l'aurore. Ce territoire est un territoire où on vivait en paix et amitié. Et nous sommes pratiquement devant le soleil quand il se lève. Il y a aussi la direction qui est celle du feu, de l'aigle, de celle des faucons, au nom de la terre et de toutes les actions du Conseil. J'espère que vous allez maintenant réfléchir et respecter au sujet de cet accueil et vous allez donc vous engager. C'est de l'amour, c'est de l'amitié que je vous donne. Et maintenant, je cède le micro à Lisa. Merci beaucoup. Bonjour. On est donc sur le territoire du traité 6. C'est toujours dur d'en parler. C'est pour cela que ce que je veux vous dire, c'est que je voulais en fait dire qu'il y a des gardiens traditionnels de la tradition traditionnelle. Et au nom de tout ceci, l'événement en fait est très important. Surtout quand on regarde aux générations futures. Et j'espère que cet atelier va faire quelque chose. Et ça, je dis non seulement mon nom, mais aussi au nom de mes ancêtres. Car on est ici pour se rencontrer. Je vous accueille. Je souhaite la bienvenue. Et en fait, c'est pas facile de le faire quand on le fait par Zoom. Ce serait mieux que de le faire l'un devant l'autre. Et de façon telle qu'on puisse aussi partager quelque chose à boire. Merci pour être des nôtres. Merci pour qu'on puisse maintenant faire le parcours ensemble. Et ça, je le dis au nom, non seulement de moi-même, mais aussi de mes ancêtres. Merci Lisa. Merci Diane pour cette bienvenue. On est très heureux ici de vous avoir. Je voudrais maintenant céder le micro à Lee Chapman, qui est la directrice générale et qui vous accueille pour la première journée de cet atelier. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là. Je voulais remercier Lisa et Diane, bien sûr, pour ces mots, des mots très chaleureux, de façon telle qu'on puisse commencer de la bonne façon. Je suis très heureuse aussi qu'on puisse maintenant commencer ce 3e sommet de lutte contre le racisme. Je voulais vous dire que c'est une question vraiment qui est très importante pour tous les infirmiers au pays, car on a plein d'exemples qui démontrent qu'il y a pas mal de place sur la planche, et pas seulement du côté de la lutte contre le racisme et lutter contre l'oppression, mais il faut aussi regarder au fait qu'il y a une déclaration au sujet des infirmiers pour qu'on puisse maintenant garder et lutter pour les infirmiers noirs. On sait aussi qu'il y a un racisme envers les autochtones, et ça, c'est quelque chose de très important. Il y a plein d'exemples de ceci au Canada. Regardez ce qui s'est passé avec Brian Sinclair. Et il n'y a pas que cet exemple-là, il y en a plein d'exemples qui exigent du travail de ce côté. C'est pour cela qu'il faut que je vous dise qu'on est en train de développer un guide pour garder les infirmiers. Ça, c'est un guide qui maintenant vise les autochtones
de façon telle qu'on puisse leur recruter et garder des infirmiers d'origine autochtone. Car il y a des barrières pour éviter que ces personnes puissent devenir des infirmiers. Quand on regarde ce travail, je suis très contente que de travailler avec les infirmiers autochtones et tous les présidents qui pourraient être ici aussi, ils font un travail formidable. Et ils font de travail non seulement, par exemple, travail avec les communautés, les étudiants partout au pays. Et c'est un privilège que j'ai eu aussi que de travailler avec l'association canadienne des Afro-Canadiens. C'est donc du travail qu'il faut proposer. Et c'est mon rôle, en fait, moi, en tant que personne blanche qui a colonisé le Canada. Mais c'est donc ce privilège que d'être là et de savoir qu'il y a tellement de vous partout au pays. D'ailleurs, il y a quelque chose comme 500 personnes ici. Allô, je sais qu'il y a eu du travail de décolonisation dans l'enseignement visant les infirmiers. Et ça, c'est quelque chose qui vient de notre école des infirmiers et aussi de l'association des étudiants. Et je suis là pour applaudir ces efforts. Désolé. Il semble que j'ai un lien Internet qui n'est pas très stable. J'espère que vous allez continuer à m'entendre. Oui, bien. Mais je voulais applaudir maintenant la AIC pour être ici, pour être les hôtes qui accueillent tout le monde et qui maintenant luttent contre le racisme, comme vous allez l'entendre aujourd'hui. Et pas seulement aujourd'hui, mais aussi demain. On va participer dans les 2 jours, donc. Mais c'est pas qu'on n'a pas assez d'intérêt. Il faut regarder toujours à l'esprit qui nous anime. Et quand je regarde au dialogue avec les autres personnes au niveau international, il y a pas mal de travail de ce côté dans la communauté des infirmiers. Quand on regarde à ce qui se passe au Royaume-Uni, par exemple, où il y a des normes pour lutter contre le racisme visant les Noirs, ils ont bien sûr un système qui est différent du nôtre, mais ça, c'est quelque chose qui est devenu important après le décès de George Floyd. C'est vraiment un thème très important. Et rappelez-vous que il y a pas mal de pain sur la planche, comme on l'a dit, et surtout à cause de nos pratiques, à cause des déterminants sociaux, c'est un rôle important que nous avons, surtout quand on regarde aux données probantes. C'est très important que vous soyez ici, très heureuse bien que le conseil. Et je voulais remercier donc le AIC pour être là. Et je suis sûr qu'il y aura un dialogue fantastique et on va se voir demain pour la 2e fois. Merci. Merci Lee, merci pour ton leadership, pour qu'on puisse rassembler tout le monde autour de cette question aussi importante. Merci pour être des nôtres aujourd'hui. Bien. C'est fantastique que d'avoir tout le monde ici. Je le remercie pour vous réunir en venant de partout au Canada, mais aussi hors du Canada. Il y a des gens qui sont ici et viennent du monde international. Et il y a aussi tous les conseils qui sont les conseils au pluriel. On rassemble donc vous tous. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Ça a exigé pas mal d'efforts. Et donc, je voulais aussi féliciter les gens qui ont permis d'obtenir que toutes ces parents soient là. Je suis donc très heureuse de présenter la docteure Joséphine Etowa, qui est la présentatrice principale dont la recherche vise les inégalités dans la vie des infirmiers qui sont d'origine noire, africaine et ou des Caraïbes. Elle regarde à plusieurs intersections quand elle fait sa recherche. Elle a travaillé partout, elle a travaillé dans plusieurs pays. Elle est elle-même infirmière, sage-femme, une chercheuse et une enseignante. Le docteur Etowa
a donc vu pas mal de choses de façon différente. C'est un leader transformationnel de façon telle qu'on puisse maintenant donner, que rendre les communautés autonomes. On l'accueille et en battant les mains très fort. Elle va maintenant vous parler de comment on peut mettre en place cette lutte contre le racisme dans plusieurs scénarios pour infirmiers. À toi. Allô? Je suis très heureuse que de voir tant de personnes partout au pays, des infirmiers, environ 500. Je veux aussi remercier le docteur Lee Chapman et les autres organisations qui s'engagent dans ce travail. C'est vraiment quelque chose de très fabuleux. Et donc merci. Merci pour l'opportunité aussi qu'on m'a donnée que de travailler à cet événement. Je sais que lors des deux autres événements, il y a eu de sommets contre le racisme. On en a parlé de ce racisme, des manifestations du racisme. Mais maintenant, une fois qu'on a parlé de ce racisme, on va maintenant passer à qu'est-ce qu'on va faire avec ce racisme. C'est ça qu'on fait maintenant. Et aujourd'hui, c'est pour cela que, comme hier, il y a quelque chose qui est officiel. C'est-à-dire, j'ai un autre titre. Je suis la présidente des chercheurs dans le département des sciences sociales et des sciences humanitaires. C'est donc quelque chose que je vais ajouter à ce que je faisais. Passons à la prochaine diapo. Quand on regarde le contexte de ce travail, je vais vous dire, c'est très important pour nous que de parler du racisme. Regardons maintenant à ces déterminants sociaux. Et on remarque qu'il y a une disproportion pour ce qui touche maintenant les personnes racialisées ici au Canada. Donc les Inuits, les Métis, les Autochtones, les Afro-Canadiens. Et on peut utiliser le terme PANDC pour regrouper toutes ces personnes. On peut aussi regrouper donc les Noirs du continent africain et les personnes qui sont ici en Amérique depuis plusieurs générations, y compris la population noire de la Nouvelle-Écosse. Car vous savez, il y a une discrimination qui maintenant se manifeste de plusieurs façons. Et ceci maintenant a des effets, plusieurs genres d'effets. Car quand on regarde qu'est-ce qu'on fait dans plusieurs scénarios dans le monde de la santé, on voit comment se manifestent ces questions. Il y a pratiquement, il y a vraiment des déterminants ici qui décident que ce qui se passe avec la santé des personnes sont des déterminants sociaux. On a des chiffres pour le démontrer. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans le système. C'est pas seulement une question de pathologie, c'est dans les personnes. On se retrouve avec des ressources, d'un accès aux ressources. Et on a d'ailleurs indiqué que on sait que les Noirs ont une santé bien inférieure à celle des Blancs de plusieurs façons. On le voit de plusieurs façons. En outre, on sait, et l'ONU l'a dit, ils ont dit que désolé inaudible. Ça, ce sont donc des questions qui ont été dites plusieurs fois même par plusieurs personnes et organisations. Je voulais aussi ajouter une chose, c'est-à-dire, regardons par exemple au VIH. Il y a quelque chose de très différent ici. Lors des dernières années, j'étais présidente en Ontario dans le monde du réseau
où on s'occupe de la diffusion du VIH. Et il y a pas seulement le virus lui-même, mais il y a aussi la question de la santé mentale ici. Et comme on voit, il y a une disproportion où les cas parmi les personnes dans la population noire sont bien supérieurs. Bien que ces personnes représentent 3,5% de la population canadienne, ils sont bien plus représentés dans la population qui est affligée par le virus. Vous voyez ici les chiffres. Femmes, c'est presque 20%, hommes, c'est presque 16%. Ça dépend si on a les nouveaux cas ou pas. Or, est-ce qu'on sait vraiment ce sont les chiffres? Ce que je peux vous dire, c'est que ça sont les données pour l'Ontario. Pourquoi? Parce que les données sont disponibles. Dans ce cas-ci, c'est 42% des nouveaux cas en 2019, c'est les Noirs, N-O-I-R-E-S, qui ont attrapé le virus. Donc, pour une population qui a moins de 5% de la population, d'une façon consistante lors des 10 dernières années, depuis qu'on a les données, on s'est retrouvé avec cette proportion énorme qu'afflige des personnes noires. Quand maintenant on regarde, vous trouvez qu'on a quelque chose comme 4,5% de la population. Ça, ce sont les données de OSI. Et toutefois, les femmes, maintenant, représentent 59% des diagnostics où on trouve, et 44%, 31% pour les femmes lors de la première fois qu'on fait un diagnostic, alors que parmi les blancs, c'est 31,5 et les autochtones, c'est 13. Ça, ce sont les données. Ceci, on dit que on a donc besoin de faire quelque chose parmi ces communautés. Il faut parler de ces questions, de ces thèmes aux personnes. Il faut donner des bons renseignements pour changer ces chiffres. Et ce qui est intéressant, que même avec ces données, et quand on parle du diagnostic, quand on parle du traitement, il y a des indicateurs qui sont fournis par l'ONU, par tout le monde. On nous a dit que quand on teste les gens pour le VIH, 90% des personnes maintenant sont des données qui remontent, vont savoir qu'ils ont maintenant des traitements, sont traités. Désolé, c'est inaudible. Quand on regarde maintenant la charge virale, ça, c'est des renseignements. Mais vous savez, c'est des renseignements qu'on n'a pas pour tout le monde parce que c'est pas toute la population noire qui maintenant est testée. Et quand on regarde cette population et quand on regarde la population noire, on sait tout de suite que c'est en fait la population qui est le plus affligée par le virus. Mais il y a ces barrières systématiques auxquelles on fait face. Prochaine diapo. Ceci signifie aussi qu'on doit regarder aux racines de quelle façon? De celle-ci. Parce que c'est quelque chose qui en fait se retrouve partout. Et quand on regarde aux attitudes qu'on trouve dans les personnes racialisées, vous allez avoir maintenant des effets sur comment les déterminants sociaux vont être amplifiés, ce qui se trouve dans le système quand on cherche d'aider les gens. Et ça, c'est aussi bien pour l'action physique que l'action mentale. C'est pour ça que j'aime beaucoup vous aider. Et quand on regarde à la question des politiques, on doit assurer qu'on utilise un cadre qui permet que de regarder à tous les niveaux, et pas seulement un seul. Au niveau de l'institution, au niveau donc du système d'institution, on descend à l'interpersonnel et à ce qui se passe dans la personne même, et donc ce qui est internalisé. Car on se retrouve
avec plusieurs genres de systèmes. Prochaine diapo. Je voudrais aussi dire, il y a donc ce système qui est un système où il y a le racisme. Qu'est-ce qu'on fait? Et quand on regarde le racisme, on doit donc regarder au racisme qui est épistémique, qui, à l'intérieur, par-dessus le système lui-même. C'est donc quelque chose qu'on a trouvé en 2021, par exemple. On s'est retrouvé avec des chiffres et donc la question était, qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on sait? Qui peut être donc, ce sont des choses qui sont importantes. Quelles sont donc les voies? Quelles sont les données qui sont privilégiées et quelles sont donc les connaissances qui sont peut-être avancées? Ça, ce sont des choses qui sont clés en termes de l'idéologie qui vraiment est l'encre ce racisme qui se trouve dans le système. Et quand j'en parle, s'il faut savoir ce qu'il se passe pour nous tous, il faut donc être inclusif. Il faut donc l'être dans le monde des infirmiers. Et on l'étend à toutes les personnes, à toutes les nuances de toutes les couleurs, dans toutes les opinions de ces personnes et les façons par lesquelles nos pensées ont maintenant un effet sur comment on se comporte, comment on place de la valeur sur tout cela, sur comment les gens maintenant sont inclus. C'est donc une question d'un discours et ou itinéraire auquel, en général, on n'accorde pas assez d'attention. Quand donc on regarde à cela, on a remarqué qu'il y a davantage d'efforts pour nous assurer qu'il y ait davantage d'égalité, moins d'inégalité dans les politiques, de façon telle qu'il y ait du progrès. D'ailleurs, il y a eu du progrès. Et dans la mise en place de politiques pour lutter contre le racisme. Toutefois, il y a plusieurs défis qui sont là. C'est pas fini. Quand on essaie maintenant que de regarder aux structures qui sont insérées dans le système, il y a des façons par lesquelles ce racisme essaie de se cacher, se faufiler dans le système, et comment tout ceci peut maintenant nous permet que d'avoir des politiques pour lutter contre ce racisme. Car il y a des différences. Comment est-ce que nous allons créer des systèmes qui vont réparer, qui vont résoudre le problème, en fait. La prochaine diapo. Considérant que les inéquités de santé sont aussi créées par parcours, une charge allostatique. Donc, c'est le corps qui accumule les conséquences du stress avec le temps. Les recherches des infirmières et la pratique a besoin de se concentrer sur la maladie, mais aussi les racines de cette maladie. Vous regardez la fibroïde utérine, par exemple, le syndrome utéride. Il y a eu conférence là-dessus à Ottawa. Donc, les complications de fibrome utérin. Si on considère ça,
nous examinons les facteurs biologiques, comme le polymorphisme, la densité des gènes, l'expression génétique, qui montre une prévalence plus haute parmi les femmes noires. Cependant, c'est très limité dans la recherche qui va en amont pour regarder les déterminants qui contribuent à ces altérations génétiques. On a tendance à se concentrer sur la maladie dans le contexte. Alors, jusqu'à ce qu'on commence à examiner le contexte qui crée ce type de maladie, on va continuer à juste adresser ces maladies sans nécessairement adresser les racines de ce problème. Alors, la recherche a besoin de concentrer là-dessus, pas sur des entités en silos, affecte les relations et le stress qui crée des problèmes de santé mentale et de santé physique. Alors, la racine structurelle du racisme demande de l'action sur les inéquités raciales qui sabotent les ressources et les opportunités pour la santé optimale pour des gens racialisés. Et je dois dire que je garde l'espoir parce qu'on a vu ce qui se passait. On a vu au mois d'octobre l'an dernier qu'on a eu un financement de base qui a été offert pour la recherche qui regarde en amont pour se pencher sur les inéquités en tant que déterminant de la santé. Alors, on atteint le point où on parle de la nécessité d'aller en amont pour aller chercher les sources et inclure ça dans notre pratique clinique, de penser à des interventions au niveau politique. Alors, je pense que les efforts qui visent à lutter contre le racisme nécessitent une approche globale à plusieurs niveaux, à long terme, ancrée dans les données probantes et les principes de responsabilité sociale. Des modèles comme le modèle socio-écologique critique, modèle socio-écologique, pourquoi? Parce que ça nous permet de nous pencher sur ces enjeux à différents niveaux. L'objectif d'intersectionnalité qui se penche sur les intersections critiques entre l'identité sociale, les approches transformatrices telles que le processus d'action participative qui crée des environnements pour les gens qui sont affectés par ces enjeux. On a besoin de ce type d'approche. On a déjà la recherche des programmes et des politiques dans différents environnements. Alors, ça nous permet d'amener des innovations théoriques et méthodologiques qui n'ont pas été encore essayées pour reconnaître différentes façons de savoir et d'utiliser tout ça pour guider les interventions politiques et sociales. L'analyse critique des voies par lesquelles le racisme structurel façonne les résultats en matière de santé des communautés racialisées peuvent être créées basées sur ce type d'innovation. Affecter les ressources axées sur l'équité dans les domaines du financement de la diversité, en particulier le leadership dans la recherche, les gouvernances des données, les mesures de responsabilisation. C'est le genre de travail dont nous avons besoin. La prochaine diapo. L'intersectionnalité, je voulais juste encore une fois comment il faut prendre en considération les déterminants sociaux multiples et les locations, ce qui fait ces intersections. On prend ça dans la mise en place de notre politique et il faut prendre en considération la politique anti-raciste. L'interprétation des enjeux également. Il faut regarder comment l'identité sociale intersecte avec les résultats négatifs pour la santé. J'aime utiliser ce modèle sociologique pour vraiment illustrer que si on avait des politiques, des directives
euh, qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui se passe à la surface, les stéréotypes, les microagressions, la discrimination, ça c'est au niveau le plus bas. Il faut aller plus en profondeur dans ces enjeux. Parce que vous pouvez voir, les différentes approches vont provoquer des changements à différentes couches du problème. Alors, il faut se pencher sur le niveau, le comportement individuel ainsi que systématique. Il faut changer les structures qui déterminent ça. En particulier, la géologie, l'alpinisme. Alors, la plupart des interventions ignorent ces facteurs. Et il faut penser à la valeur de ces choses. Pourquoi la science? Comment est-ce qu'on pense à ces enjeux? Il faut dire, oh non, on est trop occupé. Je vais laisser ça à d'autres personnes faire ça. S'occuper du travail. Et les alliés. Là, les alliances, on va parler de ça également. Comment est-ce que ça joue un rôle pour appuyer les gens qui font le travail? Alors, les structures, les cadres comme ça nous permet de s'assurer qu'on a la bonne approche quand on crée nos politiques d'intervention. Il faut capturer ces enjeux à la table. Alors, je voulais illustrer comment la recherche participative communautaire, le CPR, est utilisée. On utilise ça dans un projet de recherche pour illustrer où on utilise ça dans la recherche. Vous pouvez voir que c'est un des projets en commun que j'ai fait en tant que consultante sur la COVID-19. Et ça nous donne des ressources pour les meilleures pratiques. L'élaboration a été faite à différents niveaux. Vous pouvez voir comment ce modèle psychologique est utilisé pour guider les recherches, les questions de recherche. Il faut capturer la connaissance des attitudes et des outils à des niveaux individuels, ainsi que des enjeux communautaires qui sont utilisés pour capturer une perspective sur les enjeux. Des questions qui se pencheraient vraiment sur les problèmes au niveau structurel, socio-économique, politique, culturel. Alors, on utilise la recherche participative communautaire. Ce n'est pas juste une approche d'enquête, c'est aussi un moyen de mobilisation pour une action sociale collective visant à répondre aux besoins de la communauté et créer des changements à plusieurs niveaux. Alors, quand on parle de créer un environnement d'autonomisation et de transformation pour les personnes impliquées, je trouve ce travail du Brésil. Le travail de Paulo Freire, un éducateur brésilien qui a publié le livre Pédagogie des opprimés. Il dit qu'au cœur de son travail se trouve que nous avons tous la responsabilité de produire la réalité et de la transformer, incluant l'expérience des problèmes. Quand vous voyez une situation qui vous affecte ou qui affecte les autres, il faut faire une analyse de la situation, y compris les causes profondes. Il faut la changer. Dans le CBPR, la recherche communautaire participative, c'est une façon d'agir pour changer cette situation, créer de l'éducation, changer les mentalités des gens qui sont impliqués dans le travail. Et c'est ça qui crée le changement. Par exemple, le travail sur le VIH, quand je parlais à l'équipe, vous voyez combien dans les membres de la communauté, quoi, vraiment? Ça a tellement d'effets sur notre communauté, le VIH, les gens veulent faire quelque chose là-dessus. Alors, le changement se passe alors que les recherches sont conduites. Alors ça, c'est une illustration de comment on met ça en opérationnalisation de ça. C'est un grand projet. C'était le projet d'acceptation de vaccins. Vous pouvez ça depuis le début de la recherche. Les communautés sont au centre. On amène toutes les organisations communautaires qui travaillent ensemble avec la communauté en étant au centre qu'il va faut créer.
le problème. On a un conseil, un groupe consultatif qui continue à informer le projet. Et une fois qu'on a les résultats de la recherche, on ramène ça dans la communauté pour donner les résultats de l'étude à la communauté en premier, avant de passer à la mobilisation de la connaissance. Alors, c'est pour la recherche, mais on peut faire la même chose pour la politique et pour les pratiques, pour les directives sur la pratique. Prochaine diapo. Alors, retirer les obstacles. Je voulais juste vous soutenir que les infirmiers ont la responsabilité de mettre en œuvre des politiques et des pratiques antiracistes. Et quand on regarde ça, j'ai mis pour refléter que dans votre propre travail, quelles sont les variables qui doivent être adressées, si vous pouvez penser pour une seconde. Et comment est-ce que vous pouvez enlever cet obstacle dans votre propre lieu de travail? Comment est-ce que vous pouvez contribuer à cet obstacle? Vous pensez à ça, retirer ces obstacles. On regarde ça comme égalité. Et l'égalité, si on se concentre sur l'égalité, on passe que c'est différence. Vous pouvez voir la petite personne, la personne qui est grande, et on leur donne tout cet outil. Beaucoup d'entre nous ont vu ça. On décide de passer à l'équité. On donne aux gens ce qu'ils ont besoin quand on leur donne les outils nécessaires, mais on a toujours affaire au problème individuel. On s'occupe du problème d'une façon individuelle. À la fin finalement, il faut supprimer les barrières et faire des changements systématiques. Comme vous voyez, la barrière qui bloque les gens est retirée, est éliminée tous ensemble. À ce moment-là, on aura besoin de moins d'outils individuels si on enlève les barrières systémiques. Nos politiques devraient avoir comme objectif d'éliminer ces barrières systémiques. Dans la profession, comme atteindre des rôles de leadership sans avoir besoin qu'on a besoin d'une aide spéciale pour y arriver. Je vais juste partager ce cycle de politique. Un diagramme des agences de la santé publique du Canada. Certains des intervenants pour parler des cycles de politique. Alors même quand on fait des travails de politique, il faut penser à comment inclure des voies multiples. Dans le cas du racisme et des politiques anti-racisme, comment est-ce qu'on implique les personnes racialisées? Il faut que ce soit le point de départ avant même d'identifier le problème. Regardez la flèche rouge, les valeurs et les croyances. Les valeurs et les croyances informent comment nous comprenons le problème. Alors avant même d'identifier quel est le problème, nous avons besoin d'amener des gens, d'impliquer des gens avec des valeurs et croyances pour voir comment nous pouvons travailler ensemble pour reconnaître un problème, pour qu'on puisse vraiment, la flèche verte, s'occuper du problème. Et on a besoin de cette perspective multiple sur la connaissance de ce problème et comment on sensibilise les gens au problème. L'approche politique est nécessaire avec les lobbyistes, les défendeurs de droits, etc., pour amener des changements dans la politique. Les politiques publiques, je parle. Même dans les directives et les plus petites politiques, il faut qu'on pense à la valeur, comment nous allons formuler ces politiques. Alors, l'activation des citoyens, une fois qu'on a été capable d'engager de façon plus politique les citoyens, on parle aux autres personnes qui croient au problème qu'on a et reconnaître ça comme un problème politique et qui affecte tous les stages de ce cycle-là. Maintenant, nous avons les bonnes personnes à la table. Il n'y a rien sur nous qui doit être fait sans nous. Alors, si vous parlez des personnes racisées qui ne sont pas à la table depuis le début du processus de ce cycle, alors il y a déjà quelque chose qui manque avant même qu'on arrive à la phase de mise en œuvre politique. Prochaine vidéo. Alors, aller de l'avant avec les politiques.
Le racisme, c'est un processus complexe qui demande l'existence des interconnexions entre les différents systèmes d'objectifs, de processus, de personnes, de lieux et de pouvoir. On parle des interventions, on parle des processus de mettre en place ces interventions, on parle des gens qui sont impliqués dans la mise en œuvre. Et où nous mettons ça en œuvre? Nous avons besoin de parler des structures de pouvoir dans notre profession. Alors, l'antiracisme transformatif, les interventions doivent être faites qui peuvent couvrir ces 5 aspects. J'aime ce diagramme qui est utilisé ici, parce que vous pouvez voir la loupe sur les 5 thèmes de politique, et c'est une partie clé. Une des choses que je reflète sur cette présentation, pour presque 30 ans, je parle du racisme, depuis 30 ans. Les derniers 25 ans, j'ai fait du travail dans ce domaine. Et on identifie encore aujourd'hui des choses que j'écrivais, ça fait 25 ans. Ça se passe encore aujourd'hui. Ça peut être décourageant. Mais je dis maintenant, nous avons un langage partagé pour parler du racisme parce que je ne pense pas qu'on pouvait parler de ces choses de cette façon. Une des choses, c'est la pandémie qui a avancé les choses. On a tous un langage partagé. On peut nommer le racisme, on peut reconnaître les racismes structurels, on peut reconnaître, admettre que ça existe et il faut se pencher là-dessus. Maintenant, il faut aller en amont pour parler de ces barrières structurelles et voir comment notre intervention politique peut les éliminer. Alors, ça peut être des principes directeurs pour établir des principes, c'est des lignes directrices pour évaluer l'impact des politiques sur le bien-être et l'atteinte de l'égalité en santé dans les milieux de soins de santé et communautaires. Je pense que nos politiques ont besoin de capturer ce qui se passe dans le système et dans les communautés. Vous pouvez voir comment ce diagramme identifie le racisme comme la racine qui crée ces cycles qui affectent les facteurs sociaux, psychologiques, biologiques. Par exemple, avec le VIH, on ne peut pas avoir une politique sur le VIH qui ne parle pas du racisme. Sinon, on a oublié d'aller à la racine du problème. Alors, en allant pour aller maintenant vers l'amont, c'est les déterminants structurels de la santé, on devait prendre ce travail et aller en amont pour penser à la sécurité alimentaire et d'autres problèmes, les déterminants structurels. Et je pense que c'est très important pour nous de penser aux structures sociétales quand on fait ce travail, pour qu'on puisse vraiment penser du rôle des processus de pouvoir là-dedans, dans la distribution des parts structurelles de la santé. C'est une nouvelle revue systématique qui a été faite par Hassan, qui a été faite en recherche, qui détermine un cadre qu'on peut utiliser pour s'assurer. On commence avec les politiques, c'est-à-dire établir les bases des interventions antiracistes dans le secteur de la santé. Et après ça parle des différents cercles de politique dont j'ai parlé. Nous devons définir le programme, créer des objectifs clairs. Et ce que j'aime là-dessus, c'est comment ça nous dit de travailler sur le modèle psychologique, sur les problèmes au niveau politique, les problèmes au niveau culturel, communautaire et au niveau individuel, bien sûr. Il y a toutes sortes de choses qui se passent de façon concurrente. Parce qu'une intervention à un niveau ne règle pas le problème. Bien sûr, on a un cadre d'évaluation pour déterminer si ces politiques ont vraiment un impact.
Encore une fois, c'est des exemples de niveau systémique. Je ne vais pas trop en parler. Ce que vous pouvez voir sur ce cadre des politiques, utiliser des cadres, des politiques, des lignes directrices et des recommandations d'intersectionnalité. Le niveau organisationnel, ça traite des structures et des processus au sein d'une organisation pour mettre en œuvre le changement. Alors, les choses qui changeraient pour se pencher sur le problème le niveau, l'étude des fournisseurs et le système. Lorsqu'on démontre un leadership pour s'écrire de se pencher sur les enjeux de diversité, souvent on passe de DI. On peut voir une organisation il y a des organisations, on parle pas du tout de DI, qui mentionnent jamais ce travail. Alors, quand il est temps de chercher des ressources, il faut capturer ces choses et ça doit faire partie du mandat de l'organisation. Écouter la diversité et l'inclusion, c'est un aspect clé. C'est pas un aspect clé, vous n'allez pas avoir les politiques dont vous avez besoin pour vraiment se pencher sur la question. Beaucoup de gens font de travail de DI, c'est déjà ça, mais la diversité, c'est le commencement. C'est la première étape. Quand vous parlez d'une présentation, d'amener des gens, c'est au début du travail. Maintenant, il faut faire plus de travail pour ça, s'assurer que les gens sont inclus. Comment est-ce qu'on amène ces gens? Certains groupes, il faut regarder comment les gens progressent dans leur carrière pour qu'ils soient inclus par rapport à l'EDI. Tout ça, c'est le top. C'est là où on commence à voir cette différence par rapport à sur l'imputabilité. Il faut regarder le leadership, à quoi ça ressemble. Et on a ces politiques d'EDI. On n'a pas recruté des gens racialisés dans notre organisation, alors on ne fait pas mieux. Ils n'avons pas plus loin dans leur carrière, alors que d'autres personnes continuent à progresser dans leur carrière. On appelle ça du succès, mais on n'a pas fait de représentation, on n'a pas fait d'inclusion. Alors, il faut vraiment qu'on regarde comment on met en place ces politiques. Ça, c'est au niveau communautaire, c'est des interventions pour créer et maintenir des collaborations authentiques avec les communautés racialisées. C'est une chose d'avoir des politiques qui se penchent sur les conditions, mais il faut avoir des interventions également. Créer des ressources pour mobiliser la communauté, pour engager avec le travail qu'on fait dans nos différents milieux. Le niveau interpersonnel, bien sûr, c'est un des éléments clés pour faire avancer ce travail. C'est s'assurer que, en tant que fournisseur, nous avons la capacité de faire ça et de façon efficace. Alors, se pencher sur les privilèges de différentes façons dont on a besoin en tant que pourvoyeur de soins pour être confortable de travailler à travers différentes au niveau individuel maintenant. L'intervention qui cible la transformation individuelle à travers la formation pour nous aider tous en tant qu'individus d'avoir cette pratique réflexive pour vraiment penser à comment nous travaillons. Pas seulement avec nos patients, mais comment on travaille avec nos collègues qui sont peut-être racialisés. Un peu plus vite pour qu'on ait du temps pour les questions. Alors, la mise en place, mise en œuvre efficace, il doit comprendre que le leadership et le support, c'est important. Le soutien et l'engagement des dirigeants, des ressources dédiées, du soutien et du financement. Et tout ça, c'est nécessaire pour que les gens aient les ressources de travailler de façon efficace. Encore une fois, c'est une intervention à différents niveaux qui est nécessaire. Et on doit comprendre que c'est pas une approche qui va être appropriée pour tout le monde. Alors,
Peut-être que différentes personnes ont besoin d'interventions différentes. Alors, il faut penser à ces différentes interventions. Je vais partager avec vous, je suis co-créatrice de ce projet. C'est un projet sur la recherche, l'équité et la transformation. C'est un laboratoire de recherche. On a créé 2 programmes. On vient de finir de mettre en place le système, le programme de littératie critique en santé et en race. Le contenu de ce cours a été créé par la communauté noire et en faisant ça, on a invité presque 200 personnes et on utilise le projet CHRL. Et maintenant, on fait des groupes de discussion là-dessus pour voir où on peut raffiner ça. Alors ça, nous avons un modèle d'intervention sur le communautaire. Le CHRL pour ce qu'on appelle le CHRL pour le navigateur d'équité entre pairs du CHRL. On donne des sujets qui incluent l'histoire des Canadiens noirs, la question l'antiracisme et les déterminants sociaux de la santé. Et, avec ça, nous commençons un nouveau programme sur le VIH en particulier. On veut vraiment travailler particulièrement sur le VIH. Prochaine diapo. Ça, c'est les interventions orientées vers le système, déterminants sociaux de la santé. Après ça, on va se pencher en particulier sur le COVID. C'est un projet qui a été fondé pas avec le financement sur le COVID et qui se penche sur des problèmes de connexion raciale. On peut voir le modèle de l'intervention. C'est un cours qui est gratuit. Hein. Vous pouvez le prendre en ligne. Ça, c'est le navigateur d'équité des pairs. C'est vraiment les soldats qui vont rencontrer les gens, qui rencontrent les gens où ils sont. C'est intéressant parce que ce navigateur d'équité des pairs, c'est quelque chose qu'ils font pour eux-mêmes. Ils se sont fait des uniformes. Ce sont eux qui réécrivent l'histoire de l'équité dans les communautés noires. Alors, on est très content de travailler avec eux et de prendre ça, d'emmener ça au prochain niveau. Prochaine diapo. On est capable d'évaluer ce programme. Nous avons l'article pour l'évaluation du programme qui est maintenant publié. Encore une fois, ces soldats, ces intervenants de première ligne, cette connaissance des motifs d'aller au-delà de la vie de notre projet. Continuer à être des avocats dans leur communauté. Et il faut toujours regarder ce changement au sein de la communauté. C'est pour cela que quand le projet est là, il faut voir s'il continue ou bien on va la discontinuer. Vous savez, on en a parlé il y a quelques jours dans plusieurs présentations. Il y a eu des leaders de la communauté qui étaient là, des gens qui venaient du ministère, et puis ils ont dit « Oh, vous savez, vous êtes en train de discontinuer, moi je veux le continuer, vous savez, je suis très intéressé. C'est pour cela qu'on est en train de former du monde de façon telle qu'on puisse faire des partenariats avec plusieurs organisations. » Et non seulement une seule communauté. Je vais donc parvenir à la conclusion. Il faut donc regarder au fait qu'il faut être multisectoriel, il faut faire les choses de plusieurs façons, enfin avoir des interventions qui visent maintenant les patients, les organisations, les gens qui prennent des décisions, de même que tout ce qui touche la communauté avec des interventions, avec les leaders de la communauté, ainsi de suite, qui peuvent maintenant
obtenir les renseignements et les fournir ensuite à la communauté même, de façon à ce qu'ils sont utilisés. Par exemple, des hôpitaux, des villes, pour qu'ils, quand il y a les bonnes questions, eux, ils ont les bonnes réponses. C'est ça, donc, ce dont on a besoin de politiques. On n'est pas là pour forcer des interventions. On veut s'assurer que on a donc ces stratégies pour qu'on puisse développer les politiques pour améliorer la question et qu'on soit même dans la bonne position pour pouvoir le faire au sein de la communauté pour aider les communautés. Merci bien. Merci beaucoup, docteur Itaitoa. Merci pour tout ce que vous avez dit. C'est quelque chose vraiment qui nous époustoufle, qui nous fait penser. C'est donc quelque chose qu'on doit mettre en place. On a eu des autres personnes qui sont venues avec leurs propres idées. Je sais que tu as parlé du fait que tu répondrais à des questions. Il y a des questions dans le lien de Zoom. Je ne sais pas si tu les as lues. Est-ce que regarde pour voir s'il y en a quelques-unes auxquelles tu réponds immédiatement? Oui, 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 il y en a. Veux-tu que j'en lise? Bien, vas-y, vas-y. Donc, il y a quelqu'un qui dit qu'on reconnaît le lien de liaison. Quand on regarde aux 22 recommandations, merci pour l'avoir partagé. Il y a des commentaires. Ce sujet, c'est vraiment quelque chose qui m'aide. Et, surtout quand on regarde aux stratégies qui sont mises en place au niveau national. Il y a aussi un commentaire. Ça, c'est... Est-ce que tout le monde maintenant a assez de vêtements pour pouvoir participer? Et est-ce que ceci fait partie de l'accès à la santé? Pardon? Oui. Est-ce que tu peux répéter? Non, c'est pas seulement une question que de regarder la question des fédéraux et autres, mais est-ce que tout le monde maintenant est en mesure que de pouvoir participer parce qu'ils sont bien habillés? Ouais, oui, ça en fait partie, ça en fait partie. Je pense que je pense pas que tout le monde en fait est équipé. Mais comme je l'ai présenté, vous savez, même l'action par laquelle on pose la question, il y a des problèmes qui sont définis. Ça va maintenant définir comment on va s'en occuper. C'est pour ça qu'on a besoin de davantage de travail. Peut-être on n'a pas toutes les réponses à toutes les voix, mais je pense qu'on est en mesure que de commencer à parler. Ou peut-être on a besoin que davantage de données en ligne. Merci Joséphine. À nouveau, il faut... désolé si tu as vu que j'ai changé un peu l'écran, ça c'était parce qu'il faut que j'aide quelqu'un. Prochaine question. C'est Angie Fanny qui dit que moi je pense qu'on est en train de voir qu'il y a des gens qui combattent contre les AISC. Et donc, comment est-ce qu'on va faire du progrès du côté de l'équité? Comment on peut faire face à cela? Ça, c'est une question vraiment très importante, car vous savez, on a vraiment à combattre. Et maintenant, déjà, il y a des gens qui sont en train de réagir. Il faut donc toujours rester et regarder à notre point, à nos collègues, à nos amis. Ils doivent comprendre et ils comprennent. Vous savez, quand on dit par exemple que les vies noires sont importantes, et quand on regarde à cette question, une question à laquelle il faut regarder, ça ne veut pas dire qu'on va pas s'occuper d'autres questions. Mais il faut donc bien sûr enseigner aux autres collègues et bien sûr regarder à ce qu'il faut faire au travail. Merci Joséphine. Il y a plein de remerciements. Il y a maintenant Gabriel. Est-ce que le système de la santé a été bâti
avec une logique coloniale, néolibérale, et ainsi de suite. Pardon? Bon, je veux dire, est-ce que son système de santé tel qu'il est aujourd'hui a été bâti de façon coloniale militaire et maintenant néolibérale ou néoconservatrice? Et est-ce que ça, c'est compatible avec l'élimination du racisme? Ouais, ça, c'est énorme comme question. Vous savez, c'est très compliqué, tu sais. Quand on regarde au travail pour lutter contre le racisme, quand on regarde à la façon par laquelle on peut interrompre le racisme, moi, je vous parle du fait qu'on doit maintenant regarder en amont. C'est là qu'on va mieux voir les questions. Bon, c'est une question que de moderniser. Vous savez, il y a des choses qui sont là pour nous diviser, pour faire si qu'on voit moins les choses. Moi, je pense que le système fait ça exprès. C'est pour ça qu'il faut regarder en amont. C'est là qu'on peut mieux voir les choses. Donc, moi, je crois vraiment que quand on regarde au système, le système a été bâti de cette façon exprès. Les gens sont en mesure que de discuter, que de bâtir et déconstruire le système tel qu'il est et rebâtir un nouveau système. Merci pour cette réponse. Il y a des autres questions. Quand on regarde la question du cours pour lutter contre le racisme, tu sais, ici, il y a une question de Stéphanie Guilfer. Merci pour tout cela. Est-ce que tu peux les infirmiers, comment on répond aux personnes en leur disant que les questions qui touchent le DI, DEI sont équitables, justes, ainsi de suite. Les questions des politiques et des interventions sont extrêmement importantes. C'est en fait le point de départ pour parler. De façon telle qu'on puisse maintenant, un, l'établir, deux, le peaufiner. C'est pour cela quand on regarde à ces gens, on doit en parler sur comment on peut maintenant voir ce qui marche et voir ce qu'on doit changer. Et quand on le trouve, on le peaufine. Et comme toute personne, on doit regarder à quelles sont les choses sur lesquelles on doit avoir davantage de données, de façon telle qu'on puisse avoir davantage de responsabilités. Et quand on regarde au programme, il faut que je vous dise, il faut bien commencer quelque part. Merci. On a encore 7 minutes. 7 minutes. Mais il y a plein de questions. C'est pour ça que c'est important. Mais donc, continue. On passe à la prochaine. Shanisera Stro. Salut. J'enseigne et je suis une personne de couleur. J'enseigne des infirmiers. Quand il y a des microagressions, quand tout le monde parle de lutte contre le racisme, mais en fait, quand on regarde aux personnes qui enseignent et qui maintenant ont des privilèges, vous savez, il y a toutefois aussi le silence et les étudiants se trouvent à mal partis. Et on dit seulement que les étudiants ne doivent pas être pas confortables. Quand est-ce qu'on va parler des questions, du fait qu'ils sont confortables ou pas? Parce que tu sais, quand on parle de racisme, ça rend les gens malades. Et on parle maintenant de manque de confort. Moi, je vois que oui, je comprends ton point de départ. Et ce que je dis, c'est difficile que de travailler avec les collègues. C'est facile pour les gens comme nous. Quand j'en parle, moi je parle du racisme, quand je parle de la diversité, et on parle avec ce rapport avec, par exemple, les patients. Mais peut-être ça c'est différent avec ce que tu fais avec tes collègues blancs. Et
pendant 20 ans, on ne les a pas invités. Ils n'étaient pas inclus dans quelque chose, tu sais. Quand c'est quelque chose quand on devait les envoyer à une conférence ou autre, tu sais, il y a des gens qui sont maintenant réservés, dans le sens qu'ils ont des privilèges qui leur sont réservés. Or, comment est-ce qu'on peut parler de cette question à un nouveau? Chacune de ces questions c'est qu'on doit trouver les moments quand on peut enseigner. Mais comment est-ce qu'on peut continuer à rester là et regarder à la question? Parfois, quand on veut faire ce genre de travail, on doit avoir assez d'alliés pour pouvoir changer. Autrement, on ne peut rien faire. Et sans ces alliés, on ne peut rien faire. Vous savez, c'est comme ça qu'on peut changer. On a besoin de pouvoir changer au sein de la communauté. Et quand les gens te disent qu'il y a un certain manque de confort, bien, parfait, parce que c'est quelque chose qui va amener un changement. Et quand on travaille avec ces gens, vous allez à un certain moment parvenir au fait que les gens sont prêts pour le changement. Merci Joséphine. Il y a des autres personnes qui disent, comment vas-tu fournir des conseils à des leaders racialisés pour maintenant prendre des cours sur le sujet? Moi, je pense que la présentation qui a été donnée va être très utile pour voir. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es un allié? Et quand on regarde aux personnes racialisées et qui doit travailler, qui regarde, où est-ce qu'on fait? On fait quelque chose de plus que simplement regarder. Et à ce moment-là, on est là pour soutenir le tout. C'est ça la question qu'on doit se poser à nous-mêmes. Est-ce que c'est possible que tu as un allié? Mais quand on regarde à la question, il y a des gens qui croient en la question. Et puis la personne va ailleurs. Et il se pose la question, c'est si je regarde aux étudiants de deuxième cycle, on va aux conférences. Et quand on parle surtout de cette question, et en général, quand on parle de cette question, c'est le vendredi après-midi, c'est la dernière présentation. Et en fait, ils sont tous avec des alliés qui sont là. Quand ils sont au début, au moment du repas, et on se dit, mon Dieu, c'est quoi ça? À chaque fois. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu il y a 20 ans déjà. Et quand maintenant on va à la présentation de la classe, moi j'étais tout au fond. Et on m'a dit, non, je vais pas accepter ça. Et j'ai vu ça dans non seulement une conférence, dans plusieurs. Même quand on parle de la diversité, vous savez, c'est comme ça que ça passe. C'est pour ça qu'il faut y penser. Merci Joséphine. Il y a une autre question là. Ça vient du groupe des étudiants. Quand on regarde au racisme et le rapport au sujet des conditions sociales dans un groupe, comment on peut maintenant faire, on peut aider la lutte contre le racisme. Moi, je viens de Saskatchewan, ça fait 3 ans que j'étudie. Ce sont des choses qui sont faites dans des silos. C'est pour cela que je veux voir comment les gens peuvent en parler dans plusieurs départements de façon verticale, mais aussi horizontale. C'est quoi ton approche? On peut jamais souligner assez la question. Parce que tout le monde est un expert de quelque façon, donc tout le monde apporte son savoir-faire. Et je suis donc encouragé par le fait que moi, je sens qu'on doit comprendre le rôle de façon telle qu'on n'est pas perdu. Tu sais,
Il faut voir cette question du leadership. Regardons quelle est la force autour du travail. À ce moment-là, quand on a la question qu'on peut poser et qu'on doit poser, c'est quelque chose, on doit être aussi assis à la table où on peut travailler. Que ce soit avec des travailleurs sociaux, avec des autres personnes qui sont là pour écouter, des psychologues, des gens qui sont là pour lutter pour la santé des Noirs. Et ça, c'est quelque chose qui est central. Quand on regarde à ces remarques, on l'a remarqué pendant la pandémie, par exemple, et on ne peut jamais souligner assez, comme vous l'avez entendu. Regarde ce qui se passe avec le cancer, par exemple, et la psychologie derrière. Ça, c'est un monde en soi-même. Comment on se retrouve avec la sociologie du cancer lui-même et pour placer tous ces arguments dans l'école de médecine. Et se retrouve avec une réponse à la question. Il y aurait des autres questions, mais tu sais, on parvient maintenant à la pause. Tout d'abord, docteur Joséphine Etouah, merci pour la présentation et pour ces questions très profondes. On va continuer cette conversation plus tard, au moment que on va continuer. Donc, on va prendre une pause. On revient ici à 15 heures, de façon telle qu'on va maintenant écouter les présentatrices du podcast et on va, je vous rappelle toujours qu'on va toujours envoyer le tout sur le site internet parce que tout le monde, bien sûr, veut avoir l'accès à cette présence fantastique de l'auteur et toi, et vous allez l'avoir. Merci beaucoup tout le monde. À plus tard.